Donc on va enchaîner sur la séquence numéro 2 concernant donc l'amélioration des connaissances naturalistes. Donc effectivement, Lise Dochet, c'est à ce moment-là normalement que vous deviez nous rejoindre, mais j'ai le plaisir de vous accueillir un petit peu avant. Donc vous êtes responsable de la Fondation Lise à la Biodiversité, je le disais tout à l'heure. Nous serons également toujours en duplex avec Hélène Collat donc, du Muséum pour les aspects donc, scientifiques, et nous serons rejoints, ou ils sont déjà connectés peut-être, par Marie Barnex, qui est chef de projet de l'Observatoire de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. On a vu tout à l'heure le logo Fauna sur certaines slides. Et Jean Martin, qui est responsable technique à la Fédération de pêche de Gironde, et donc qui nous expliciteront les projets dont ils dépendent, auxquels ils ont été partie prenante et qui ont été financés par la Fondation Lise à la Biodiversité. Alors donc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit même d'ailleurs à plusieurs reprises, 3 axes forts donc, dans le contexte d'action de la Fondation, notamment l'amélioration des connaissances naturalistes. C'était une dimension très importante. Combien est-ce que de projets ça a concerné et quelle a été quelque part leur ventilation sur les territoires visés par l'ISEA, donc la ligne à haute vitesse? Oui. Alors en effet, ce sont les projets les plus nombreux parmi les 102 projets effectivement accompagnés par la Fondation. Donc on peut rentrer déjà dans le vif du sujet. Donc 43 projets sur les 102 soutenus dans ces 8 années d'activité. L'amélioration des connaissances du coup représente une enveloppe qui approche les 47% du financement total de la Fondation. Et une part de l'action de la Fondation dans ces projets de 48%. Donc une action assez forte pour cette thématique de la part de la Fondation. Donc on vous présente une cartographie qui vous permet de visualiser un petit peu la répartition territoriale, et donc on constate que c'est une répartition assez large sur les 6 départements concernés par l'action de la Fondation, ce qui est un indicateur aussi assez qui se distingue pour cette thématique connaissance. D'une manière générale, il y a un peu plus de ces 43 projets se situent sur de vastes et grands secteurs. Alors sur ces cartographies, on a essayé d'être le plus proche possible de la réalité de terrain, et donc on a localisé l'ensemble des sites qui sont concernés par les projets. Un projet pouvant avoir lieu sur plusieurs sites. C'est pour ça qu'on aperçoit sur cette cartographie un certain nombre de points. Donc, plus précisément, concernant l'échelle justement de ces projets, la Fondation a accompagné 10 projets multidépartementaux, 8 projets à l'échelle des départements, 11 projets multisites et 14 projets sur un secteur précis. Donc ça vous donne le visuel qui est présenté. Concernant les indicateurs qui nous ont permis de dresser ce bilan socio-économique, on peut indiquer que justement pour ces projets qui visent l'amélioration des connaissances naturalistes, plus de 1200 personnes ont été mobilisées et les projets ont donné lieu à 21 embauches spécifiques pour la réalisation de ces actions. On a aussi pu relever que 874 personnes ont été formées à ces enjeux. Alors, d'une manière générale, quand on évoquera le sujet formation, ce sont des formations qui ont été destinées aux salariés ou bénévoles des associations, aux agents municipaux qui peuvent intervenir dans le cadre de la gestion des milieux naturels, ou encore des équipes pédagogiques des établissements d'enseignement dont il a été question un peu plus tôt. Alors ça tombe très bien parce que vous répondez pour le coup, et je tiens à le dire pour ceux qui nous écoutent, à une question qui nous est posée effectivement. Y a-t-il une formation des porteurs de projets? Il semble que l'aspect scientifique et d'organisation soit compliqué pour les gens de terrain animés par une volonté de bien faire. Donc vous avez en tout ou partie répondu à cette question. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement. Là, en l'occurrence, Lise, vous avez été bien inspirée de nous renseigner d'ores et déjà sur ce sujet. Enfin, ce que je peux vous indiquer concernant les différents indicateurs, et ce qui est un indicateur qui se distingue pour cette thématique connaissance, en fait proportionnellement au nombre d'actions soutenues, ce sont les projets qui ont donné lieu au plus de publications. Donc on a sur la diapositive qui vous est présentée 329 articles ou publications scientifiques, ce qui va plutôt dans le sens du positif du partage de la connaissance. Voilà. Alors,
Donc, concernant maintenant spécifiquement les projets qui ont fait l'objet de l'évaluation scientifique du muséum et que Hélène va ensuite vous restituer, donc 41 projets sur les 43 dont je vous parlais initialement ont fait l'objet de cette évaluation scientifique. On constate que ce sont des projets qui concernent des milieux très divers, agricoles, aquatiques, urbains, marins ou encore des zones humides. Donc on voit qu'il y a une part importante qui est dédiée aux projets en milieu agricole. À peu près 30% du financement de cette amélioration des connaissances est porté par des projets qui se déroulent en milieu agricole. Et également, de très nombreux groupes d'espèces sont concernés par ces actions. Et ces groupes d'espèces, on peut les différencier en 2 catégories. Les espèces déjà documentées, pour lesquels les projets ont visé vraiment l'approfondissement des connaissances. Donc là, on parle des groupes d'espèces comme les oiseaux, les chiroptères, les reptiles et amphibiens, les poissons ou encore la flore. Et la deuxième catégorie de groupes d'espèces, ce sont les groupes d'espèces peu connus, où là, on a plutôt visé l'acquisition d'un premier niveau de connaissances, comme les pollinisateurs, les odonates, les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les crustacés. Voilà. Très bien. Et enfin, on fait apparaître aussi que les 3 types de connaissances ont été soutenus dans le cadre de ces projets. Donc on a des inventaires sur des zones en absence de données biodiversité présentes, des suivis de terrain qui sont indispensables pour agir à certains stades de vie des espèces et mieux appréhender leur fonctionnement, et puis des études des études de recherche avec des applications concrètes prévues ensuite sur le terrain. Très bien, merci Lise. Alors avant de vous donner la parole Hélène donc pour le côté scientifique, je me permets de prendre une question qui est d'ailleurs posée par Jean-Philippe Siblet, qui était cité tout à l'heure par Bruno David. Donc Bruno Siblet, effectivement, qui connaît bien la Fondation Lyséa Biodiversité. Jean-Philippe Siblet, oui, pardon, puisqu'il est attaché honoraire au muséum. Il serait intéressant, mais j'imagine difficile, de savoir combien d'embauches générées par ces projets ont été pérennisées. Alors Lise, est-ce que vous avez au moins des éléments de réponse par rapport à ça, ou en tout cas quelques petites sources d'informations? C'est vrai que c'est un point qui est particulièrement pertinent pour vraiment constater la pérennisation des actions. Alors on a essayé dans les indicateurs qu'on vous présente aujourd'hui, on a essayé de recenser uniquement des embauches qui se déroulaient au moins sur la durée des projets et pas des embauches, on va dire, très temporaires pour la réalisation d'un inventaire, par exemple, si on prend une action de terrain. Après, malheureusement, on n'a pas de résultats très concrets à présenter sur la pérennisation de ces embauches. On parle quand même de contrats qui se sont déroulés sur au moins du moyen terme. Très bien, voilà. C'est noté. Donc merci beaucoup pour cet éclairage, effectivement toujours territorial. Place maintenant donc aux aspects plus scientifiques. Alors, les études naturalistes, tout le monde connaît à peu près, même ceux qui ne sont pas forcément scientifiques. On a tous dans l'esprit Cuvier, Buffon, Geoffroy Saint-Hilaire, des naturalistes historiques. Aujourd'hui, Hélène, quels sont les principaux défis auxquels on fait face pour pouvoir synthétiser toutes les données qui sont recueillies, bien évidemment au-delà des publications? Quels sont les défis actuels qui permettent donc de concentrer et puis surtout peut-être de retrouver toutes les informations qui sont trouvées par les projets qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la Fondation? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière que vous avez adoptée? Qu'en est-il? Oui, alors, comme je le disais un peu en introduction, en fait, à la vue des données disponibles pour l'étude qui étaient très variées, très disparates, propre à chaque projet, la proportion et le nombre de projets analysables scientifiquement a été un indicateur en soi. Donc, si on regarde dans le détail ce que vous avez affiché ici, en fait, les étapes scientifiques minimales de réalisation des projets qui visaient à l'amélioration de la connaissance. Donc, ça va d'un état des lieux des connaissances initiales à l'atteinte des objectifs identifiés, en passant par la mise en place d'un protocole standardisé. Donc, on constate que la plupart des projets qui ont été soutenus par la Fondation sur cette thématique de l'amélioration de la connaissance suivent cette bonne démarche de réalisation des projets et sont plutôt bien structurés.
Il y a quand même en revanche un axe d'amélioration sur l'accessibilité aux données publiques et aux résultats, avec quand même moins de la moitié des projets, donc 18 sur 41, qui ont mis à disposition leurs données dans des bases standardisées. Donc, ce qu'on peut retenir sur cette thématique d'amélioration de la connaissance, c'est que, comme l'a dit Lise, il y a eu un réel apport de connaissances diversifiées sur des milieux très variés, des espèces qui étaient documentées où la connaissance a été approfondie, des espèces peu connues où la connaissance a été acquise, et une connaissance qui a été largement répartie sur tout le territoire. Donc, il y a eu une bonne adéquation avec les différents enjeux du territoire qui sont liés aux espèces, aux espaces et aux continuités écologiques. Et l'amélioration de la connaissance a été assez homogène, même s'il y a quand même eu les groupes de la connaissance qui a été améliorée sur les groupes milieux agricoles et oiseaux. Il n'y a pas eu une connaissance ciblée spécifique sur une espèce ou un milieu ou sur un enjeu spécifique. Donc une connaissance assez homogène. Donc, en revanche, le gros point d'axe d'amélioration qui est à noter sur cette thématique, c'est la mise à disposition des données. Donc il faut quand même dissocier le grand objectif d'amélioration de la connaissance à celui qui a été spécifique pour les projets, puisque la connaissance, elle a bien été améliorée à l'échelle du projet, dans tous les cas, mais à une échelle plus globale, les données brutes de trop peu de projets ont été disponibles dans des bases publiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Donc un axe vraiment fort d'amélioration à faire évoluer. Très bien. Je me demandais effectivement si vous étiez arrivé au terme de votre présentation. Alors, juste pour revenir, pour ceux qui ne seraient éventuellement pas familiers avec ce terme, qu'est-ce que vous appelez la bancarisation? Est-ce que c'est le fait de mettre dans des bases de données? Et si oui, quelles sont-elles? Alors oui, la bancarisation, c'est ça, c'est de mettre à disposition une base les données brutes issues d'un suivi ou d'un inventaire dans des bases qui ont été construites pour avoir un format standard et pour pouvoir comparer des données, en fait, qu'elles soient à différentes échelles et utilisables par tous. Et donc, du coup, il existe des bases de données au niveau national et au niveau régional. Donc, au niveau national, je les ai un peu citées en introduction. Donc, il y a le système d'information sur la nature et le paysage, l'inventaire national du patrimoine naturel. Et au niveau régional, donc là, pour la Nouvelle-Aquitaine, on a, pareil, je les ai un peu cités, il y a le système d'information sur la faune, donc du coup, avec Fauna. Et après, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a quand même de nombreuses bases qui sont mises à disposition et pas forcément connues. En introduction aussi, j'ai cité le système d'information du Conservatoire d'espaces naturels, le CISEN. Donc voilà un peu quelques exemples de bases connues. Alors, Lise, qui s'occupe de bancariser ces données? Ce sont les porteurs de projets? C'est le muséum? Enfin, d'ailleurs, je pose la question à Lise, mais Hélène, n'hésitez pas Oui. également. Hein. Bah, en fait, c'est surtout Hélène qui pourrait vous répondre sur cette gestion de la donnée. Mais oui, en effet, c'est plutôt les porteurs de projets. Nous, Fondation, on a juste récupéré les données propres aux actions que l'on a accompagnées dans le cadre de notre suivi d'action, en fait. Hélène, vous acquiescez également, donc c'est les porteurs de projets qui doivent bancariser les données qu'ils ont collectées sur le terrain? Oui, c'est ça. Chaque porteur de projet a la responsabilité de mettre à disposition les données, puisque de toute façon, ce sont les détenteurs des données. Et après, ils peuvent faire remonter leurs données au niveau régional, pas forcément directement au niveau national. Et les acteurs régionaux qui gèrent les bases régionales, elles, font remonter les informations au niveau national. Très bien. Alors, on a eu une question de Madame Kergen qui est étudiante.
qui revenait sur bon, un petit peu la base, mais c'est important effectivement d'appuyer sur le sujet. Qu'est-ce qui a été déclencheur chez l'ISEA pour accompagner ou développer la fondation? Oui, pourquoi on a mis en place cette fondation? En fait, la démarche générale de l'ISEA, c'est de se dire on est un acteur de long terme sur les territoires. Hein. Le concessionnaire de la ligne a quand même signé un contrat de concession qui dure 50 ans. Pendant ces 50 années, on va exploiter cette ligne à grande vitesse, donc qui traverse 6 départements. Et l'enjeu, c'était de se dire comment on s'inscrit durablement au-delà de nos obligations réglementaires, comment on accompagne les territoires dans tous ces enjeux liés à la préservation de l'environnement, qui sont par ailleurs un enjeu très fort pour l'ISEA. Et donc, c'est aussi un outil d'acceptation pour les territoires hein, quand on aménage et qu'on construit ce type d'infrastructure. Voilà, c'est un élément de réponse que je souhaitais apporter. Ouais. Très bien, merci à vous. Alors je vous propose qu'on se mette en connexion en duplex donc avec Marie Barnex, donc, qui est chef de projet à l'Observatoire de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Marie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que nous avons Marie qui est connectée? Oui, on me fait signe que c'est en cours. C'est bon. Marie, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes l'un des projets donc, qui a été soutenu par la Fondation donc, pour un plan de référencement et de connaissance de la faune introduite donc, sur le territoire. Donc, quelque chose de très vaste. J'imagine que la question de la bancarisation des données auquel on faisait allusion à l'instant, effectivement, ça vous a beaucoup occupé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà le projet que vous avez mené et effectivement en quoi il constitue un élément exemplaire effectivement de cette problématique de synthèse et de bancarisation de toutes les informations que vous avez collectées sur le terrain? Oui, tout à fait. Donc, du coup, le projet porté par effectivement l'OAFS à l'époque, parce que comme l'a présenté Hélène, on a évolué depuis, maintenant nous sommes l'Observatoire Fauna. Donc, oui, le projet... Ah oui, d'accord. Donc, du coup, j'enchaîne avec la présentation, mais très bien. Donc, du coup, le projet porté par l'Observatoire visait à mettre en place un pôle de connaissances sur la faune exotique en Aquitaine, avec un focus plus particulièrement sur la Gironde vis-à-vis des acteurs avec qui on a plus particulièrement travaillé sur ce projet. Mais c'est vrai qu'il a été étendu à l'échelle de l'Aquitaine, notre territoire d'intervention à l'époque, grâce aussi au soutien de l'Adréal et de la région Aquitaine aussi voilà, à l'époque. Donc ce projet en fait a été initié au début des appels à projets en fait de la fondation. Donc je vous présente là un projet qui commence à dater un petit peu. On parle du printemps 2014 où on a initié en fait le recensement des espèces introduites présentes sur le territoire. Et dans un second temps, on souhaitait évaluer le potentiel perturbateur de ces espèces. Donc on parle bien des espèces exotiques, donc plus large que les espèces exotiques déjà évaluées comme envahissantes. Donc nous, en tant que, à l'époque, c'était l'Observatoire Aquitain de la faune sauvage qui en avait la coordination. Dispositif récent mis en place sur l'échelle du territoire pour justement faire un travail avec les acteurs sur tout l'enjeu du partage de la connaissance, de disposer de référentiels communs, disposer de bases de données communes et partagées. Donc ça, c'est la fonction cœur un petit peu de cet observatoire. Et c'est pour ça que du coup, on a porté ce projet en collaboration avec un groupe de travail sur cette thématique-là, dont je vous ai mis les logos. Donc nous, on était en charge de cette coordination, mais bien sûr, l'idée, c'était de s'appuyer sur l'expertise des réseaux avec qui on travaille, qui, eux, vont sur le terrain, eux collectent des informations et ont des différents niveaux d'expertise en fonction des groupes taxonomiques étudiés. Voilà. Donc juste, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Là, dans le temps imparti, hein, l'idée, c'est pas que je rentre dans le cœur des résultats, d'autant plus qui datent de 2014. Mais du coup, je vais plutôt vous présenter la démarche globale qu'on a menée à l'échelle de ce projet. Donc,
Oui, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté la spécificité de ce projet-là. Donc c'était bien la prise en compte de toutes les espèces sauvages introduites volontairement ou non par l'homme observées sur le territoire, afin d'effectuer une veille sur l'ensemble des espèces exotiques recensées dans les milieux naturels et dans une optique de plus travailler particulièrement sur la prévention et prévenir de possibles installations de nouvelles populations d'espèces introduites. Donc sur cette première phase du projet, on a travaillé beaucoup plus sur les vertébrés continentaux avec quelques invertébrés cibles qui faisaient déjà l'objet aussi de programmes d'études. Donc pour lancer ce recensement, on a fait un travail de si vous pouvez rester juste un petit peu juste avant sur la diapo d'avant, un travail bibliographique pour voir un peu ce qui se faisait ailleurs dans notre territoire, parce que l'idée c'est pas de réinventer de nouvelles choses, donc on voulait voir, on a fait un travail d'étude d'autres types de recensements sur ces espèces-là qui avaient pu être faits sur d'autres régions, et également sur les méthodes d'évaluation en fait des impacts des espèces exotiques. Donc, il faut savoir que sur la faune, on trouvait des choses sur la flore. Toutes les régions ne s'étaient pas dotées d'un bilan sur les espèces introduites. Et souvent, les projets s'intéressaient beaucoup plus aux espèces qui étaient déjà identifiées comme exotiques envahissantes. Voilà, donc notre projet était un peu plus novateur dans le sens où nous, on a vraiment élargi la thématique à l'ensemble des espèces introduites. Voilà, vous pouvez du coup passer à la diapo suivante. Ah, je ne vois plus, mais c'est pas grave, je vais le faire à côté. Donc du coup, pour la première partie, l'élaboration de la liste des espèces exotiques, on a sollicité aussi le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur l'aspect méthodologique. Donc la première étape, c'était de savoir en fait par quelles espèces avaient été introduites sur le territoire. Donc qu'est-ce qu'on qualifie d'une espèce introduite? C'est une espèce qui est apparue sur le territoire suite à l'expansion d'une population déjà introduite ailleurs, ou du coup d'une population qui a directement été introduite sur le territoire. Donc si elle passait ce premier critère, elle était qualifiée bien entendu d'exotique. On a choisi la date arbitraire de 1850 comme seuil d'introduction sur ces espèces. Et puis après, pour chaque espèce qui était vraiment qualifiée d'exotique en région Aquitaine, enfin sur le territoire Aquitaine, on a regardé la reproduction. Du coup, pour essayer de qualifier si la reproduction était avérée sur le territoire, suspectée ou non avérée, inconnue. Donc on a eu un gros débat avec notamment le groupe de travail pour l'intérêt ou pas de aussi relever des espèces dont la reproduction à ce stade était non avérée ou inconnue, parce qu'on pouvait suspecter qu'elles auraient des difficultés à s'installer sur le territoire, et afin d'éviter une évaluation subjective de la capacité d'une espèce à se maintenir, on a préféré tout recenser et plutôt qualifier les différents niveaux de reproduction, notamment pour prévenir des expansions de population, de l'installation, parce que c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'on peut un peu plus agir plutôt que sur des espèces qui sont déjà en reproduction avérée et bien entendu sur le territoire. Donc à côté de cette liste, on a mis en place une liste d'alertes pour toujours pareil, de la prévention et de la détection précoce afin de prévenir des espèces qui étaient introduites, qui étaient présentes sur les territoires limitrophes de la Gironde et de l'Aquitaine, voilà, pour effectuer une veille et dynamiser un petit peu un réseau d'alerte avec nos partenaires. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc sur l'élaboration de cette liste d'espèces, donc là je vous présente les résultats à l'époque qui ont été soutenus par la fondation LISEA. Donc on a travaillé sur 73 espèces. Donc du coup on a créé une base de connaissances sur ces espèces régionales qui vise à être accessible à tous, où on avait les listes d'espèces, leur niveau de reproduction, et on a travaillé sur toute une série de critères complémentaires, notamment sur l'origine, les impacts, etc., afin de pouvoir mettre à disposition des indicateurs à suivre dans le temps sur l'évolution de la connaissance ou de la présence de ces espèces-là. Voilà, vous pouvez. Hop. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Donc je continue. Pardon. D'accord, non, c'est parce que vous n'avez pas le point fort. J'ai bientôt fini. Donc, non, mais il n'y a pas de souci, je ne vous mets pas la pression.
Du coup, on a travaillé, la deuxième partie de ce recensement, c'était de travailler sur l'évaluation du potentiel perturbateur de ces espèces sur le territoire, afin d'améliorer un peu les pratiques de gestion derrière. Donc, on a utilisé la méthode ISEIA. Donc, voilà, on a eu plusieurs échanges avec des partenaires sur quelle méthode utiliser. Donc, ça aussi, ça a été un petit peu compliqué. On a aussi sollicité le muséum à l'époque pour nous guider dans ce choix. Donc, c'est une méthode, je rentre pas dans le détail, mais qui croise le niveau de répartition et l'impact environnemental environnemental de l'espèce en question introduite. C'est un système basé sur du scoring avec 4 principaux critères, donc le potentiel perturbateur, le potentiel de dispersion, la colonisation d'espaces naturels, voilà. Donc il y a des sous-critères, je rentre pas dans le détail aussi. Et du coup, on a vraiment travaillé avec le GT pour avoir une expertise collective sur l'évaluation de chacun des paramètres à étudier pour évaluer cet impact. Voilà, le niveau de répartition, lui, a été fait à partir des données d'observation. Donc, il y a eu un enjeu aussi pendant tout ce projet d'essayer de mobiliser les données existantes. Donc, nous, on n'était pas dans une optique d'acquisition de nouvelles données, mais essayer plutôt de valoriser la connaissance existante et les données d'observation déjà présentes dans les réseaux. Voilà, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, rapidement sur cette démarche, les aspects positifs, ça a été la mise en place d'une animation spécifique sur la thématique des exotiques. Il n'y avait pas de groupe de travail actuellement, enfin, en place à l'époque sur cette thématique et sur le territoire. Donc, ça a été intéressant aussi d'identifier les différents niveaux d'implantation des espèces recensées. Et du coup, ce qui nous donne une vision beaucoup plus importante des enjeux quand on s'intéresse non pas qu'aux espèces exotiques envahissantes, mais à l'ensemble des espèces introduites, parce qu'on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà. Mise en avant du principe de précaution et des pistes pour la gestion, avec cette approche aussi, donc ce qui était intéressant et qui permet d'être plus, comment dire, où on sent que l'action peut être plus là, comme je vous ai dit, sur ces espèces-là, plutôt des espèces qui sont déjà installées et bien présentes. Voilà. Après, les difficultés qu'on a eues, c'était clairement d'évaluer parfois et de noter des espèces dont les impacts sont peu connus ou peu étudiés, et notamment sur le territoire, et la mobilisation de données, comme l'a soulevé Hélène aussi. Voilà, il y avait un gros travail et on pensait que sur les espèces exotiques aussi, ça pouvait être plus facile d'être levier pour mobiliser de la donnée et la rendre plus accessible et partagée, mais voilà, même sur ces espèces-là, c'est pas si simple. Donc tout ce travail nécessite des mises à jour régulières et le travail qu'on a fait aussi ne constitue pas un gradient de hiérarchisation des actions à mener. Hein, c'est bien un gradient des enjeux, mais pour après mettre en place des actions, il y a plein d'autres critères complémentaires qui doivent être pris en compte, comme la faisabilité, les moyens, etc. Donc je vous ai mis une petite diapo de valorisation sur ce projet. On a fait un portail, un rapport, voilà, une plaquette aussi, pour rendre accessible tout le travail qu'on avait mis en place. Et pour finir, en termes de discussion et de perspective, vous l'avez compris, c'est un projet qu'on a mené grâce aussi à la Fondation en 2014. Donc c'est poser la question aussi des moyens sur le plus long terme à avoir, notamment quand on construit ce type de démarche de pôle de connaissances qui vise à être mis à jour très régulièrement. Le portail qu'on avait mis en place aussi demande un certain niveau d'animation pour le rendre vivant, continuer la mobilisation de données et pour mettre en œuvre ce réseau d'alerte. Voilà. On a été confronté aussi depuis à la fusion des régions. Donc, comment faire évoluer cette base de connaissances aquitaine qu'on a mis en œuvre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Les réflexions sont encore en cours. En attendant, il y a une stratégie régionale à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur ces espèces-là qui se met en œuvre. Et pour vous donner quelques chiffres, on poursuit en attendant au moins la partie recensement des espèces introduites à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et on poursuit la mobilisation de données aussi maintenant sur ce nouveau territoire régional pour permettre de réengager de la bioévaluation sur ces taxons. Très voilà, bien. Je vous remercie. Merci Marie. Alors, en vous écoutant, Trop longue, j'ai pas fait trop attention au temps. Pardon?
J'espère que j'ai pas été trop longue du coup. Ah non, non, C'est vrai que j'ai parfait, pas trop fait parfait. attention. On, Bon. on est, on est, on est à l'heure, il n'y a pas de souci. Et en vous écoutant, il y a plusieurs questions effectivement qui me viennent, même si vous en avez déjà après, juste à la fin, répondu un petit peu. Donc, on voit effectivement que vous parliez de 2014. J'ai envie de vous dire, et depuis, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez, mais c'est hors projet qui avait été Oui. soutenu par l'ISEA Fondation? Alors du coup, on continue, bien sûr. Ouais. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme je vous ai dit, euh, on a poursuivi le recensement des espèces, parce que dans le cadre du premier projet, on n'avait pas pu se concentrer sur l'ensemble des espèces, on avait privilégié les vertébrés. Donc là, depuis, on essaie de faire un travail complémentaire sur les invertébrés, notamment pour enrichir cette base de connaissances. On a plusieurs casquettes et notamment celle de porter le SINP régional sur la faune. Donc en fait, on poursuit aussi beaucoup l'action de mobilisation de la donnée. Donc indirectement, c'est plus à ce jour avec l'entrée projet exotique, enfin sur les espèces introduites, exotique c'est pareil. Hein. Mais du coup, on élargit ça à l'ensemble de la faune. Et donc du coup, on continue par ce biais-là, à minima, recenser les espèces présentes et animer le SINP, la bancarisation des données. Après, on espère que la base de connaissances spécifiques avec des champs complémentaires sur l'origine, les impacts, etc., qu'on avait mis en place en Aquitaine, soit étendue à la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu nos actions sur la thématique des exotiques ont un peu été, on va dire, mis en stand-by pour des questions de moyens, tout simplement, et parce que du coup, les stratégies, les programmes de connaissances étaient en train de se restructurer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est d'ailleurs encore le cas aussi. Donc bon, on fait un travail de fond pour continuer la dynamique, mais le nouveau pôle de connaissances Nouvelle-Aquitaine sur les espèces introduites reste encore à construire, on va dire. Alors, il y a une question de Vanessa Maury du Grège, qui est donc un bureau d'études qui est intervenu pour l'inventaire de la fréquentation et des aménagements de la petite faune dans les ouvrages hydrauliques de la LGV. Pourquoi avoir considéré 1850 comme une date seuil? Enfin, ça a été Gros sujet de l'objet débat, j'imagine. ouais, de beaucoup de débats. En fait, parce qu'au bout en fait, c'est à partir de, on va dire, à partir de quand on considère, enfin, quand on parle d'introduction, d'action d'introduction, voilà, il a été fait le choix à l'époque de mettre en place une date seuil pour définir parce qu'en fait, on a des espèces qui ont été introduites aussi sur le territoire, mais il y a eu très longtemps, qui sont considérées comme maintenant faire partie de la faune indigène. Ouais, on Voilà, considère donc en qu'avant fait, le choix. Comment? on considère qu'avant 1850, c'est une espèce devenue endémique, de fait. Endémique, c'est pas tout à fait ça. C'est Ouais. indigène. D'accord, indigène. Indigène, c'est vrai. Oui, Alors, indigène, j'avoue on vient mon de... incurie en la matière. Non, c'est pas grave. Mais voilà, et en fait, on a tout simplement consulté, voilà, pour partir d'une date seuil et commencer notre recensement, en fait, hein, parce que sinon, jusqu'où on allait dans le passé, voilà, ça pouvait être un travail faramineux. Et en fait, c'est une date qui a été proposée, proposée arbitrairement par le CSRPN avec, on va dire, la révolution industrielle, l'expansion des transports, etc., qui a eu lieu à ce moment-là, où il a été constaté, voilà, des, voilà, des introductions plus marquées à partir de cette période. Et Donc d'ailleurs, c'est très justement, arbitraire, ça mérite débat, je suis d'accord. On a eu aussi ces échanges-là avec le niveau national. et le rythme d'introduction justement de ces espèces introduites, il s'est accéléré ces dernières décennies, voire ces dernières années. Est-ce que vous avez analysé ça? J'imagine que oui. Oui, Ça enfin, interroge la j'ai question pas de, de non, l'alerte, ça serait ambitieux effectivement. de dire on l'a quantifié à notre niveau, pas du tout. Après, d'autres l'ont fait à d'autres niveaux, et ça, enfin, la problématique des espèces introduites et plus particulièrement exotiques envahissantes, hein, c'est une des premières causes d'extinction des espèces. Après, pas forcément sur nos territoires, voilà, sur des
à d'autres échelles, notamment dans les îles, etc., ça a des impacts beaucoup plus, des fois, conséquents. Donc, tout dépend du territoire. Il y a des espèces, comme on a dit, qui sont introduites, qui n'ont pas du tout d'impact. Ça aussi, il faut le dire, c'est important. Enfin, toutes les espèces n'ont pas des impacts, mais c'est vrai que ce phénomène s'accroît avec l'accroissement des déplacements, des transports à l'échelle mondiale. C'est sûr que c'est un phénomène, voilà, et notamment sur les insectes, etc. Hein. Enfin, c'est des choses qu'on voit arriver. Alors sur des vertébrés, c'est peut-être plus modéré, mais sur d'autres groupes d'espèces moins étudiés, oui, nous en tout cas, on le voit. Plus on continue notre recensement, en fait, plus voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus d'espèces, mais elles sont là et on les avait pas toujours identifiées comme présentes, ou du moins dans des réseaux spécialistes, oui, mais portées à la connaissance de tous, non. Même moi, j'ai été pour partie surprise de voir toutes les espèces introduites finalement qu'on a sur le territoire, parce que cette information, elle n'était pas rapidement accessible. Très bien. Alors Pierre-Guy de PC Nature voudrait savoir où est-ce que les données sur les espèces invasives exotiques sont accessibles. Ça pose effectivement cette question de l'accessibilité aux données. Apparemment, il y a plusieurs sources de données, il y a plusieurs banques de données. C'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver, j'ai l'impression. Oui, alors en fait, on voit une expansion des systèmes d'information, parce qu'on a de plus en plus besoin de traiter de données, il y a de plus en plus de données collectées. On voit aussi qu'à l'échelle nationale et régionale, on suit un peu plus tout ça, voilà, la collecte, la nécessité de rendre ça accessible, de structurer. Donc, il y a beaucoup de systèmes de gestion de données qui sont en place, et les structures se dotent de plus en plus de bases de données, etc. Donc ça, c'est très bien pour structurer la connaissance. Après, dans l'organisation de la sphère, on va dire, publique, mais qui travaille à la fois avec tous les réseaux privés, associatifs, etc., c'est vrai qu'il y a une organisation en place, comme l'a cité Solène, qui est le SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, où il y a une plateforme nationale portée par l'UMS Patrinat, voilà, qui vise à bancariser toutes ces données et les rendre accessibles. Donc, elles sont déjà accessibles sur la plateforme spécifique qu'ils ont mis en place, OpenOps, au passage. Et du coup, cette plateforme nationale travaille en synergie avec des plateformes régionales qui, elles, sont en interaction avec les réseaux locaux. Donc, nous, on gère la plateforme du SINP Faune à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, les données dont on dispose sur ces espèces-là sont accessibles sur la plateforme aussi régionale du SINP, donc la nôtre, Fauna. Si vous allez sur Fauna, notre site internet, il y a un onglet spécifique plateforme SINP, où toutes ces données sont consultables, voilà, téléchargeables aussi, et on peut nous faire l'objet de demandes de communication où nous, on peut aussi fournir des extractions de ces données librement et gratuitement. Alors pour revenir sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, parmi les difficultés, hein, effectivement, le temps à consacrer à bancariser les données, comment ça s'est passé pour vous? C'est très consommateur de temps. Est-ce que parfois les collaborateurs qui s'occupent effectivement des missions sur le terrain rechignent un peu à bancariser leurs données? Comment ça se passe? Oui, c'est très demandeur de temps. Alors on s'améliore. Le contexte, là aussi, dans lequel on a travaillé en 2014 versus le contexte dans lequel on travaille sur 2020 n'est pas tout à fait le même. Mais oui, c'est très demandeur de temps parce que justement, dans le cas du SINP, de cette plateforme nationale, régionale, on essaie d'avoir des standards communs, voilà, pour comment devraient être structurées un peu les observations, les fichiers de données pour faciliter l'interopérabilité, en fait, et le partage de tous ces fichiers de données. Donc, il y a un gros travail d'appui au réseau d'acteurs quand ils nous partagent la donnée pour vérifier, en fait, les formats, la complétude, etc. Eux, ils n'ont pas toujours soit le temps, soit l'expertise, parce que c'est vraiment des compétences spécifiques. Hein. On ne peut pas aussi demander à des naturalistes qui connaissent très bien les espèces, des spécialistes de gestion de bases de données et de fichiers. Donc nous, ce qu'on apporte vraiment, c'est un accompagnement sur le formatage des fichiers de données qui souhaitent être partagés dans les plateformes publiques. Donc nous, on accompagne les acteurs, on prend en charge la transformation de fichiers, et puis du coup, on essaie aussi de les accompagner quand ils souhaitent se doter de leur propre
leur propre système sur comment ils devraient être structurés, certains champs, etc. Donc après, il y a toujours des acteurs qui sont volontaires pour le partage de l'information. Sur la donnée qui est acquise sur des fonds publics, là, il n'y a pas de débat. Après, je ne vous cache pas que on fait un travail de fond sur aussi essayer de mobiliser la donnée d'origine privée ou d'origine inconnue pour celle-ci la rendre accessible aussi. Et là, c'est vrai que bon, voilà, il y a des positions très différentes en fonction des acteurs qui sont très ouverts sur la donnée, d'autres voilà, d'autres beaucoup moins. Donc à l'époque de 2014, il faut savoir que le SINP n'avait pas autant de force, on va dire, en tout cas dans notre région. Et c'est vrai que toute une partie des données qu'on a mobilisées, on nous avait demandé de les utiliser que dans ce cadre de projet et de ne pas les rendre forcément accessibles, libres et publics. Donc il y a un petit décalage entre ce constat-là et le contexte dans lequel on a travaillé en 2014 versus aussi ce qu'on met en place maintenant en 2020. Et on est beaucoup plus soucieux maintenant que toutes les données qu'on analyse et qu'on étudie soient accessibles in fine. Voilà, et donc c'est ce qu'on essaie petit à petit de mettre en place à l'échelle maintenant de la Nouvelle-Aquitaine. Alors Lise, Hélène, avant de vous donner peut-être la parole pour quelques mots de commentaire sur ce projet au sens strict, effectivement, de référencement de la connaissance de la faune introduite, une question pour vous, Lise, par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure par Monsieur Ciblet, de rendre obligatoire, effectivement, au moment de la signature du contrat d'accompagnement, de financement, le fait que les porteurs de projets s'engagent à faire remonter leurs données. Est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, n'a pas été prévu ? Et est-ce que, dans le cadre d'une prolongation sous une forme ou sur une autre de la mission de la Fondation, notamment par le fonds de dotation, on aura l'occasion d'y revenir, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ou envisagé, sachant que Marie nous dit quand même, c'est compliqué parfois d'obliger effectivement à des gens qui sont naturalistes et pas informaticiens, pour dire les choses clairement. C'est clair que c'est un enjeu, on le voit à travers la présentation d'Hélène, à travers la présentation à l'instant de Marie. C'est évidemment quelque chose qui faisait partie un peu de l'esprit général de nos appels à projets. Pour répondre très clairement, non, ce n'était pas une obligation imposée par la Fondation aux porteurs de projets de bancariser leurs données. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un axe de travail très important pour l'ensemble de la communauté qui intervient sur ces enjeux. Et donc, on va le prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Après, est-ce qu'on peut aller en tant que fondation jusqu'à la contrainte? La question se pose, je pense. Oui, voilà. En tout cas, la réponse n'est pas évidente. La réponse n'est pas évidente. Très bien. Alors, comme effectivement, je le suggérais, peut-être avez-vous des remarques, des observations sur ce projet au sens strict je pense plutôt, Hélène, on en avait un peu échangé en amont, si tu souhaites réagir. Moi, je pense qu'on a un exemple très concret de la façon dont peut se dérouler un projet de recensement, de bancarisation de données, avec les problématiques qui peuvent se rencontrer du coup sur le terrain. Marie a évoqué les différentes pistes aussi qui existent. Je ne sais pas si c'est de ça dont il était question quand on parlait des différentes sources de données, mais on voit de plus en plus d'actions en lien avec les sciences participatives et la façon dont chacun peut aussi remonter la donnée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à creuser. Je ne sais pas si Hélène a d'autres éléments de complément ou de remarques. Hélène non, rien de spécial. Tu as déjà tout bien décrit, Lise. Non, c'était un bel exemple pour expliquer effectivement les difficultés, malgré le fait qu'il faille mettre ces données à disposition, c'est pas si simple quand on est dans le cas présent. Et donc, la présentation de Marie montre bien un bel exemple de ce cas-là. Très bien. Alors avant que l'on passe non pas à la séquence suivante, mais au projet suivant, donc avec Jean Martin, responsable technique à la Fédération de pêche de Gironde, une question pour vous, Lise, qui nous a été posée tout à l'heure. Alors, on n'a pas le nom de la personne qui nous l'a posée, néanmoins elle est intéressante et ça montre
que les gens sont très attentifs à l'impact de la ligne, de la LGV elle-même. Et effectivement, il y avait la question, a-t-on des données sur l'impact environnemental du projet, notamment sur l'imperméabilisation des sols, sur le déplacement de la faune et de la flore, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que là, il est question d'études naturalistes en marge finalement du projet, qui ont été financées par la Fondation. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent et qui se posent la question, effectivement, de l'impact Sur l'impact de l'infrastructure. de la nature sur de l'infrastructure sur la nature. Alors, bon, en effet, ce n'est pas tout à fait l'objet de la journée et des résultats que nous vous présentons aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est Surtout que... qu'il y a un observatoire. Il y a un observatoire existe. environnemental de l'ISEA. Voilà. Et cet observatoire, il a justement ce rôle d'aller suivre l'ensemble des mesures environnementales qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'ALGV Tour Bordeaux. On est sur une doctrine éviter, réduire, compenser quand on réalise des aménagements du territoire. Donc tout ce qui peut être évité dans la phase de conception, tout impact qui peut être évité est évité. Tout ce qui peut être réduit pendant la phase de chantier l'est. Et quand on n'a pas pu éviter ou réduire, on compense. Et donc ça nous donne la mise en œuvre des mesures compensatoires qui sont issues de la réglementation. Et ces mesures compensatoires font l'objet de suivis environnementaux pendant l'ensemble de la durée de la concession. Nous travaillons d'ailleurs avec... La concession qui va durer combien de temps ? Jusqu'en 2061. D'accord. Voilà, de 2012 à 2061. On aura quelques cheveux blancs en plus. 2011-2061, absolument. Et donc, l'ISEA travaille avec les acteurs locaux, donc, qui sont pour partie... des acteurs en commun, des partenaires qu'on a en commun avec la Fondation LISEA, puisqu'on travaille avec un certain nombre d'associations naturalistes, de conservatoires d'espèces naturelles pour la réalisation de ces suivis de nos mesures compensatoires et qui font l'objet de restitution dans le cadre de l'Observatoire environnemental de l'ISEA. Donc, par rapport à cette question, j'oriente plutôt le participant à se documenter sur ces questions-là précisément, qui sont d'ailleurs accessibles sur le site de l'ISEA. On a un endroit dédié aux restitutions de ces études. Très bien, c'est noté. Alors, avant que l'on donne la parole donc à Jean-Martin, finir sur une petite note humoristique, puisque la confusion que vous avez faite tout à l'heure entre les termes endémique et indigène semble éveiller la curiosité de certains. Marie ou Hélène, alors Marie, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne, ou sinon Hélène, qui sera à mon avis, même si vous le dites, je pense également pour y répondre, la différence entre endémique et indigène. C'est pas forcément évident pour tout le monde, à commencer par moi, je l'avoue. Oui, alors une espèce indigène, c'est qui est retrouvée native naturellement sur un territoire. Alors qu'une espèce endémique, c'est une espèce qui n'est retrouvée que sur un territoire, qui n'est pas qui est sur un secteur précis, qui n'est pas retrouvée ailleurs. Donc soit uniquement en France et pas ailleurs dans le monde. Alors qu'une espèce indigène, c'est une espèce qui est naturellement présente sur un territoire. Très bien. Mais merci pour ce distinguo. Par exemple, le dodo à La Réunion, c'est une espèce endémique de La Réunion, malheureusement qui a disparu. Mais ça vous donne un exemple concret d'espèce endémique. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à vous pour cet éclaircissement. Apparemment, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. J'en suis un peu rassuré quand même. Et donc maintenant, on va donner la parole donc à Jean-Martin, qui est responsable technique de la Fédération de pêche de Gironde, qui a donc participé ou qui se fait le porte-parole donc, du projet soutenu par la Fondation LISEA, donc au programme départemental d'inventaire et de suivi de l'écrevisse à pattes blanches en Gironde. Jean, vous nous entendez ? Est-ce que nous vous entendons ? Oui, je pense que... Enfin, moi, je vous entends depuis le début. J'espère que vous m'entendez aussi, c'est bon ? Eh bien, c'est parfait. Écoutez, c'est à vous, donc, effectivement, pour la présentation de ce projet qui vous a occupé apparemment depuis plusieurs années et qui vous occupe même d'ailleurs toujours, peut-être. Vous allez nous en faire part. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour ce qui est du programme, en fait, il a débuté en 2012. Il s'est mis en œuvre principalement à partir de 2013. Et il s'est malheureusement, je dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, achevé fin d'année 2019 pour une
cause principale qui est le manque de subventions et notamment le manque de subventions FEDER, de fonds européens, qui n'ont pas permis au programme de se poursuivre. Donc l'animatrice du programme, qui était Isabelle Sim, a malheureusement été licenciée économique à cause de ce manque de fonds. Je commence par un peu une histoire triste. Après, vous allez voir ce qu'on a pu produire néanmoins pendant ces 6 années de programme d'écrevisse à pattes blanches. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un programme qui ne vit plus en tant que tel. Pour autant, les données acquises, elles, ont été vraiment exceptionnelles sur l'ensemble de l'Aquitaine. Voilà pour présenter un peu le programme. Et puis après, je vais rentrer dans le détail à travers le PowerPoint que j'ai fait, D'accord, qui mais vous comme vous montrera. disiez, pour que les choses soient bien cadrées, c'est le fonds FEDER, effectivement, fonds européen, qui Oui, n'est plus présent, effectivement, qui n'a plus permis de continuer c'est ça. le projet. D'accord. C'est Ok, c'est exactement bien ça. noté. Et Ok. c'est exactement ça, ouais. Si ça vous intéresse, je pourrais m'étendre sur le sujet, mais je pense pas que ce soit le fond Non, non, mais vraiment à c'est bien proprement pour parler repréciser, de. effectivement, en l'occurrence, que Ouais. je le reprécise ici, aujourd'hui, et c'est important, c'est pas un manque de la part de l'ISEA. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. D'ailleurs, je vais dire en quoi l'ISEA nous a permis de démarrer ce programme et d'acquérir de la connaissance, notamment sur la répartition de l'espèce. Je vais faire ça tout au long du déroulé. Très bien. Donc du coup, par contre, j'ai pas le PowerPoint. Voilà, c'est bon. Donc du coup, l'écrevisse à pattes blanches, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter plusieurs choses en 5 points principaux. L'idée, c'était d'avoir un petit focus sur la biologie de l'espèce, l'écologie de l'espèce, sans vraiment m'étendre sur la chose, mais juste pour présenter de quoi on parle, le statut de conservation et de protection, les causes de sa régression, et puis évidemment, le cœur de mon propos, c'est ce qui a été fait à travers ce qu'on a appelé le plan régional d'action écrevisse à pattes blanches. Donc si on peut passer à l'autre diapo. Voilà, donc la biologie de l'espèce, simplement j'ai mis quelques photos qui sont un peu plus parlantes qu'un long discours pour illustrer un peu cette écrevisse, donc écrevisse native en France, avec des pinces avec une face interne blanche, une taille qui se situe entre 9 et 12 centimètres, et une reproduction qui a lieu à l'automne, une hibernation comme la plupart des écrevisses en hiver, et puis une éclosion qui a lieu au printemps. La maturité sexuelle de cette écrevisse est relativement tardive, de 3 à 4 ans, et puis il n'y a qu'une seule reproduction par an à l'automne. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur ça, eu égard à la pression qu'elle subit de la part d'une écrevisse exotique envahissante qui est l'écrevisse de Louisiane. Vous allez voir plus tard. L'écologie de l'espèce, euh, c'est la suivante. Alors aujourd'hui, on la retrouve revenons en arrière. Ouais, c'est mes animations qui sont un peu pénibles. Ok, on est bon. Donc les habitats de prédilection, c'est des cours d'eau pentus, de plaine avec une flore dense. Aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement, elle est retranchée en fait sur des ruisseaux de tête de bassin. Son aire de répartition, vous allez le voir sur les diapos suivantes, a fortement régressé. Et puis, elle a cette espèce de fortes exigences, évidemment en termes de qualité physico-chimique de l'eau, notamment sur 2 points clés. Une eau faiblement chargée en matière organique, premier point. Deuxième point, une température d'eau relativement constante et fraîche, autour de 18 à 21 degrés. Le statut de protection de cette espèce, il est le suivant. On a une espèce qui est classée en danger aujourd'hui sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. Et puis, à l'échelle nationale, on a une espèce qui est classée vulnérable. À l'échelle européenne, cette fois-ci, on a une espèce qui est inscrite à la Convention de Berne, et puis
sur l'annexe 2 de la directive Habitat Faune-Flore. Bon voilà. Tout ça pour vous dire que, in fine, il nous a paru essentiel de développer un outil à l'échelle régionale. C'est ça qui était intéressant sur l'idée qu'il y avait peut-être un plan d'action à mettre en œuvre pour protéger cette espèce écrevisse à pattes blanches. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce programme est parti de 2012 et c'est malheureusement achevé en 2019. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors les causes de régression, elles sont multiples. On va commencer par les activités humaines. De façon très prégnante, la régression de l'aire de répartition de l'espèce vient premièrement des pratiques agricoles avec des prélèvements d'eau que vous connaissez tous, avec le rejet de pesticides, d'engrais et du piétinement qui est fait par les élevages, notamment bovins et ovins. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que du bétail qui piétine dans un cours d'eau est générateur de matière organique et comme je le disais tout à l'heure, cette matière organique tapisse le fond de la rivière et pour l'écrevisse à pattes blanches, c'est extrêmement difficile, si je veux dire, ensuite d'avoir un habitat favorable dans ces circonstances-là. Ce qui dégrade aussi le milieu, c'est évidemment le développement accru des zones urbaines avec le rejet des eaux usées, le curage, le recalibrage des cours d'eau, la rectification. Alors l'écrevisse est directement impactée, mais vous avez tout un tas de cortèges d'espèces aquatiques qui sont également impactés par ce genre de remaniement de rivières. Et puis enfin, l'exploitation forestière, on n'y pense pas souvent, mais elle participe de l'acidification des eaux par les cultures de résineux, notamment c'est prégnant dans les Landes et chez nous en Gironde sur certains secteurs. Et puis, j'y reviens, le passage d'engins dans le cours d'eau qui a exactement le même effet, si vous voulez, qu'un piétinement par un élevage classique bovin avec les mêmes conséquences sur la diffusion de la matière organique dans le cours d'eau. Alors, Et Jean, puis évidemment, Jean, est-ce que je peux vous demander d'être un tout petit peu plus rapide parce que la pendule tourne et on a prévu normalement de s'arrêter vers minuit 5. Ok, je vais vite. Bah, à ce moment-là, Plus vite, passez pas plus vite vite, les plus vite. diapos. Ouais, je vais plus vite. Passez plus vite les diapos, j'irai plus vite. Ok. Merci à vous. Et puis le réchauffement climatique que vous connaissez tous. Alors le plan régional d'action, il est le suivant. On avait une animatrice qui participait de réunir l'ensemble des acteurs. C'est ce que j'ai appelé l'animation du plan écrevisse. On a une partie gestion de la donnée. En 3, on avait l'amélioration des connaissances sur les écrevisses que je vais détailler juste après. En 4, on avait des mesures de sauvegarde des populations d'écrevisses. En 5, on avait le contrôle des écrevisses exotiques avec de l'acquisition de connaissances sur ce volet-là. Et puis en 6, évidemment, on faisait de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement et de la formation des acteurs et du grand public. Sur la diapo suivante, l'ISEAD nous a aidé en fait à acquérir de la connaissance, notamment à travers l'aire de répartition de l'espèce, à travers des inventaires par prospection nocturne. Donc on se balade le long du cours d'eau, on éclaire le cours d'eau la nuit et on regarde un peu le nombre d'écrevisses qu'on a. On a effectué à ce jour, sur les années du programme, plus de 1400 stations ont été prospectées en Aquitaine, soit 6080 km de cours d'eau, ce qui est absolument énorme. Alors, On a utilisé aussi l'ADN environnemental pour détecter la présence ou non de l'écrevisse. Et puis, ça nous a permis de réaliser un atlas. On a aussi 6000 ou détecté... 600? Oui. Parce que Pardon sur votre slide, il y a marqué 680 km de cours d'eau. Oui, c'est 600. J'ai Ah dit d'accord, parce que 600. vous avez dit 6000. Ah, excusez-moi. Ça me paraissait beaucoup. Désolé. Non, Je non, vous en prie. 600, pardon. 600. Sinon, on aurait fait le tour de la Lune. Non, donc plus sérieusement, on a aussi regardé la question sanitaire des populations. Pourquoi? Parce que l'écrevisse à pattes blanches est directement impactée par ce qu'on appelle la peste, qui est un champignon qui se développe sur la carapace et qui est létal pour les écrevisses à pattes blanches, mais qui ne l'est pas chez l'écrevisse exotique, qui elle est porteuse saine de ce champignon-là. On a travaillé aussi sur l'identification des habitats qui sont favorables à l'écrevisse à pattes blanches à travers des IBGN. Donc on va regarder les macro-invertébrés benthiques qui sont présents et qui sont
caractéristiques d'une bonne qualité du milieu dans lequel peut vivre l'écrevisse à pattes blanches. On a fait aussi un suivi par piégeage des populations d'écrevisses exotiques. Et puis, on a créé, avec l'OAFS, une base de données régionale qui est accessible pour le grand public sur l'écrevisse à pattes blanches et l'écrevisse exotique. On passe à la diapo suivante. Ouais, on me fait signe en régie qu'il y a un bug sur le PowerPoint. Il y a un petit souci technique. Peut-être parler de la répartition. Alors peut-être pendant qu'on essaie de résoudre le problème avec vos PowerPoint, Ouais. est-ce que vous pouvez revenir sur la question de la répartition effectivement? Nous, on le voit le slide. Je ne sais pas si. Mais moi, je le vois pas. Ah, alors nous, effectivement, on a la slide devant nous, donc avec l'évolution de la répartition. En fait, Donc voilà, de, c'est ça. de Ah, ça y est, 87 à ok. Donc, la 96, répartition. 97, 2006. Ouais, vous voyez rapidement, je passe vite là-dessus, on va pouvoir passer à la suivante. Très rapidement sur l'Aquitaine, entre 1987 et aujourd'hui, vous voyez une aire de répartition qui a drastiquement diminué pour des spots uniquement présents d'écrevisses à pattes blanches qui se situent principalement dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le reste, c'est anecdotique, si je veux dire. Vous en avez un peu en Dordogne, vous en avez un peu en Gironde, mais c'est quasiment des populations relictuelles. Voilà. Eu égard, encore une fois, à la qualité du cours d'eau à ces endroits. Les causes de régression, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'écrevisse exotique envahissante. Malheureusement, c'est la cause principale de régression de l'écrevisse à pattes blanches. Pour plusieurs raisons, ça tient en fait d'une compétition directe par prédation et d'occupation des habitats. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce qui a une croissance extrêmement rapide, qui a une reproduction extrêmement rapide aussi, avec une maturité sexuelle à peu près à 6 mois. Pour rappeler tout à l'heure, je vous disais que nous, c'était plutôt à 3-4 ans pour l'écrevisse à pattes blanches. On a une reproduction qui se fait plusieurs fois par an et on a une fécondité absolument hallucinante. En gros, toutes ces caractéristiques-là, on les retrouve chez tout un tas d'espèces exotiques envahissantes, pas seulement chez l'écrevisse. Et elle est porteuse également saine du champignon qui fait mourir l'écrevisse à pattes blanches. Si on passe à la diapo suivante, vous voyez ici la répartition des écrevisses exotiques. C'est l'exact inverse de ce qu'on observe chez l'écrevisse à pattes blanches, à savoir qu'en 1987, très peu de présence sur l'ensemble de l'Aquitaine. On arrive aujourd'hui à une couverture territoriale absolument monstrueuse, où on retrouve de l'écrevisse exotique absolument partout, sur tous les départements, et en concentration vraiment importante. On peut passer à la suivante. Les foyers d'écrevisses indigènes et exotiques qui sont contaminés, je vous ai dit, il y a deux choses. On les a fait par prélèvement sur des populations d'écrevisses de Louisiane. On a regardé si elles étaient porteuses ou non de ce champignon. Et puis, on a également détecté ce champignon à travers l'ADN environnemental. On arrive à 98 prélèvements d'écrevisses exotiques réalisés entre 2013 et 2019. On a la moitié de la population analysée qui est infectée. Vous voyez que c'est hyper important. Et puis l'ADN environnemental fait également que confirmer ce qui a été dit juste au-dessus, c'est-à-dire que aussi la moitié de l'ensemble des analyses confirme une infestation par la peste. Alors, voilà, sur la diapo suivante, il reste où des écrevisses à pattes blanches? Il en reste, comme je disais tout à l'heure, très très peu, ou en tout cas le peu qui reste sont directement menacés. On retrouve 90 zones hydrographiques qui sont colonisées par l'écrevisse à pattes blanches. Je les ai classées en deux priorités. Priorité 1, c'est des zones qui sont directement menacées par la présence d'écrevisses exotiques. Et la priorité 2, c'est celles qui sont menacées indirectement par toutes les menaces dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est perturbation physique et chimique du cours d'eau. Donc tout ça, c'est pour que vous gardiez en tête un peu tout ce dont j'ai parlé avant, sauf qu'ici, vous le visualisez sur une carte. J'ai parlé de l'identification des cours d'eau favorables. On a regardé sur 25 cours d'eau sans écrevisses à pattes blanches. C'est-à-dire qu'on a analysé les macro-invertébrés benthiques
Et finalement, sur ces 25 cours d'eau, on s'est aperçu que 14 pouvaient correspondre à des critères de sélection favorables à des transferts futurs d'écrevisses à pattes blanches. C'est-à-dire que ces cours d'eau, on les a identifiés comme physico-chimiquement favorables pour une réimplantation ou une implantation, si vous voulez, d'écrevisses à pattes blanches dans le futur. Il se trouve que pour l'instant, on n'en est pas à de la réintroduction, mais en tout cas, les cours d'eau identifiés comme étant accueillants, eux, l'ont été à travers ce programme. Donc ça, c'est important. On peut passer à la diapo suivante. Les outils de protection, je vous ai dit tout à l'heure, on a grâce au partenariat qu'on a noué avec le Conservatoire des espaces naturels, on a identifié plusieurs sites à enjeu. Et l'idée, en fait, c'est que le CEN fasse des signatures de convention avec les propriétaires sur les sites où on avait de l'écrevisse à pattes blanches, et que, en fait, ça incitait les propriétaires à s'engager à travers une protection de l'espèce sur leur territoire. Voilà. Un autre outil de protection, et, sur la diapo suivante, on le voit nettement, c'est la réalisation d'aménagements qui permettaient la protection du cours d'eau et donc la non-pénétration du bétail dans le cours d'eau. Et ça s'est fait sur 2 sites qui étaient gérés par le CEN, où en fait en Dordogne, on a mis en place des clôtures afin d'empêcher la descente du bétail dans le cours d'eau. Donc ça, c'est une action directe, concrète d'amélioration. Et enfin, le dernier volet, vous vous souvenez, c'était la formation, la sensibilisation des acteurs à travers des sessions de formation sur la reconnaissance des écrevisses. C'est pas forcément trivial pour quelqu'un de lambda. On a également formé le grand public, à les pêcheurs notamment aussi, à la désinfection du matériel, parce que quand on va dans le cours d'eau avec nos bottes, on est susceptible aussi, nous, d'être porteur du champignon et de le transporter dans une autre rivière où il pourrait y avoir un impact sur une population d'écrevisses à pattes blanches présente. On a fait aussi tout un programme pédagogique avec un CD, des contes, un puzzle, des panneaux aimantés, etc., des kakémonos, des plaquettes, tout ça à destination des jeunes enfants, mais aussi du grand public. Voilà un peu tout le panel, si j'ose dire, du programme Écrevisses à pattes blanches, qui est difficile à résumer en 10 minutes. Mais bon, je pense que ça vous a donné déjà une idée on est parti de quasiment zéro pour en 6 années, voilà, développer un jeu de données assez extraordinaire disponible pour tout le monde. Voilà, j'ai fini. Effectivement, merci beaucoup pour cette présentation. Alors vous évoquiez juste à l'instant donc les pêcheurs. On a une question qui nous a été posée, à savoir si parmi les causes de perte effectivement de population, il n'y avait-il pas aussi les prélèvements par les pêcheurs amateurs? Si, c'est une bonne question. En fait, il y a, alors c'est extrêmement difficile à quantifier cet aspect disparition due à la pêche. Il est évident que dans certains cours d'eau, il y avait une pêche traditionnelle entre guillemets d'écrevisses à pattes blanches qui a vite été interrompue à travers une interdiction totale, évidemment. Mais vous déterminer l'impact exact, je ne saurais pas vous dire. C'est difficile à dire. Mais on ne peut pas imaginer que les pêcheurs prélèvent, enfin amateurs notamment, prélèvent aussi bien les écrevisses de Louisiane que les écrevisses à pattes blanches. Donc, Non, je pense pas. Alors, c'est difficile à dire, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les endroits où on trouve de l'écrevisse à pattes blanches, il y a très peu d'écrevisses de Louisiane. Dès que l'écrevisse de Louisiane apparaît dans un cours d'eau où il y a de l'écrevisse à pattes blanches, en 1 à 2 années, voire l'histoire est pliée. Et donc, des pêcheurs qui vont pêcher l'écrevisse de Louisiane ne trouvent quasiment que de l'écrevisse de Louisiane. Pour pêcher la patte blanche, faut le vouloir, faut aller dans les Pyrénées, sur des têtes de bassin, etc. Enfin voilà, je n'ose penser que des pêcheurs se trompent. De toute façon, factuellement, c'est très compliqué, puisqu'on les trouve quasiment plus sur les mêmes cours d'eau. alors, j'ai peut-être posé des questions qui peuvent paraître évidentes pour vous qui connaissez bien les écrevisses à pattes blanches et les écrevisses apparemment en règle générale, mais s'agissant des pêcheurs, est-ce qu'il y a une écrevisse qui est meilleure de pêcher qu'une autre? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui ferait Ah, aujourd'hui? gustativement? Oui, voilà, les deux se mangent, j'imagine. Alors bon, j'enlève l'écrevisse à pattes blanches dont je viens de parler juste avant. Donc aujourd'hui, il est strictement interdit de pêcher cette écrevisse, heureusement.
Gustativement, l'écrevisse de Louisiane ou l'écrevisse américaine, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a l'écrevisse de Californie, etc. Oui, j'en ai déjà mangé. Il paraît que c'est plutôt la sauce qui donne le goût plutôt que l'écrevisse en elle-même. D'accord. Alors moi, si je vous posais Voilà, la c'est ce question, qu'il dit. c'était plutôt pour savoir si l'écrevisse à pattes blanches, on peut la considérer comme une espèce parapluie. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est révélatrice de la santé de l'écosystème global, ou est-ce que c'est une espèce qui, certes, en voie de disparition, mais qui finalement n'a que peu d'interaction avec son environnement, ou le fait qu'elle soit remplacée par l'écrevisse de Louisiane pose ou pas un problème, au-delà de la disparition de En l'espèce en fait, elle-même? ouais, c'est tout à fait juste. Ce terme d'espèce parapluie, c'est exactement un peu la même problématique avec d'autres espèces parapluies comme le brochet pour les zones humides, le saumon pour la continuité écologique et la qualité du cours d'eau au niveau de la granulométrie pour sa reproduction. C'est un peu ce même enjeu sur les écrevisses à pattes blanches. Vous avez évidemment l'enjeu biodiversité en tant que tel, de protection d'une espèce qui est en voie de disparition, mais vous avez aussi derrière une espèce qui est témoin de la qualité d'un cours d'eau qui se dégrade. Et ça, on s'en aperçoit très très bien sur ne serait-ce que la répartition évolutive depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. La disparition de l'écrevisse à pattes blanches sur certaines rivières des départements d'Aquitaine, c'est typique d'une dégradation globale de la qualité des cours d'eau, à la fois en termes de, je veux dire, hydromorphologiquement. Comme ça, Donc je voilà, donc résume. c'est Je résume l'écrevisse un à peu tout. pattes blanches, c'est vraiment un bio-indicateur de la santé du milieu, si je comprends bien. Complètement. Ok. Complètement, complètement, complètement. Alors on a une question effectivement concernant bon, bah, les moyens qui permettent de lutter contre l'érosion de cette espèce. Donc s'agissant de la lutte contre le champignon, est-ce qu'il y a des pistes, des solutions qui existent ou qui sont envisagées? Alors la piste qui a été creusée pendant le programme, c'est celle d'une résistance euh, génétique à ce champignon. Et on s'aperçoit en fait que certaines populations d'écrevisses à pattes blanches ou certains individus sont porteurs d'un gène qui permet la résistance aux champignons. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas pu creuser tant que ça cette thématique parce que ça demande du temps. Voilà, mais il se trouve que c'est un peu la seule piste entre guillemets de résistance aux champignons. Sinon, au-delà de ça, deux pistes. Un, réduire les interactions évidemment avec les crevisses de Louisiane, mais ça paraît très compliqué à mettre en place. Et deux, les mesures barrières, on est en plein dedans, c'est-à-dire limiter je dis tout à l'heure, les bottes ou les waders qui peuvent être porteurs du champignon par n'importe qui va d'un cours d'eau à l'autre et qui va être porteur, lui, de ce champignon qui peut détruire la population d'écrevisses à pattes blanches. Alors sachez que je souris parce qu'en fait je vois donc les commentaires qui nous sont envoyés. Donc sachez qu'on vous félicite donc pour l'ampleur de ce programme écrevisse. C'est toujours bon à savoir. Donc parmi Merci. les gens qui nous regardent, effectivement, il y en a qui vous félicitent. C'est toujours et nous aussi d'ailleurs. C'est toujours bien de le savoir. Alors ce que vous disiez là est intéressant parce que la question aussi au-delà de la connaissance naturaliste, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement des données qu'on accumule. Aujourd'hui, est-ce que par rapport au programme que vous avez développé autour de l'écrevisse à pattes blanches, vous avez l'impression que ces données elles sont suffisamment exploitées pour la prise de décision en amont? Par exemple, en matière agricole, vous évoquiez effectivement que les techniques agricoles avaient un impact sur cette espèce. Bon, on imagine évidemment et on sait que c'est largement sur d'autres. Est-ce que les études naturalistes qui sont portées, notamment par vous, même plus largement par d'autres, sont entendues et déclencheuses d'évolution? Alors, il est certain que à chaque fois qu'un bureau d'études ou autre travaille sur un projet d'aménagement, qui soit agricole ou même un projet d'aménagement tout court, ils font appel à nos données et d'ailleurs nos données sont accessibles aussi sur le site de l'OAFS, c'était le but. Donc oui, nos données sont prises en compte. Maintenant, euh, c'est
et j'ai envie de dire, ça a été parfois trop tard. C'est-à-dire que on s'aperçoit notamment vis-à-vis du Seine, on protège très bien l'espèce quand on fait de l'acquisition foncière, parce qu'en fait, il est très dur de faire de la concertation avec des propriétaires qui sont pas toujours très à l'écoute, qui ont eux aussi des enjeux économiques forts sur le pompage dans la rivière, le piétinement du bétail, etc. Tout ça fait que c'est pas forcément toujours pris en compte à la juste mesure de ce qui devrait être pour la protection de l'espèce. Ça renvoie à la question de la Euh, sensibilisation, en effet. D'où Je la disais question que de la ça. sensibilisation. Ouais. Exact. Bon voilà, après, c'est compliqué. On vit dans un monde où l'enjeu biodiversité, oui, il faut le prendre en compte. Mais parfois, vous savez très bien que l'enjeu économique et les contraintes font que une population d'écrevisses à pattes blanches, c'est pas forcément la priorité. Mais néanmoins, le but du programme, c'était justement d'attirer et d'alerter, en tout cas sur attention, là il y a une population. Et je vous dis encore une fois, euh, il faut pas se voiler la face. L'écrevisse à pattes blanches, c'est parfois une population de morts-vivants sur plein de départements. Enfin, je caricature un peu, je pousse vraiment le bouchon loin, mais vraiment, aujourd'hui, vous avez des populations qui sont présentes dans les Pyrénées. Mais je parle pour l'Aquitaine, hein, ce que je connais. Mais ailleurs, honnêtement, c'est portion Attention congrue. congrue. Voilà. Mm. Hélène, vous êtes toujours avec nous? Je suis là, Oui, oui. peut-être des réactions par rapport aux propos de Jean, par rapport à tout ce qui a été évoqué et à ce programme de l'écrevisse à pattes blanches. Ouais, bah là, on a un bel exemple quand même d'acquisition de connaissances et en fait, ce qu'on a pointé nous aussi dans l'analyse scientifique, donc qui est pas forcément que lié à ce projet, mais plutôt au projet qui concernait toutes les fédérations de pêche, parce qu'il y a plusieurs fédérations de pêche qui ont été soutenues dans le cadre des financements apportés par la Fondation. Et en fait, les projets de ces fédérations, ils sont vraiment bien structurés et suivent un peu, c'est un peu des exemples modèles avec des indicateurs qui sont communs et qui sont utilisés depuis des années, mais qui est aussi lié à la structure, qui est aussi bien implanté au niveau national. Vous en avez parlé de l'indicateur IBGN, mais il y a aussi l'indicateur IPR. Et du coup, ça permet d'avoir une comparaison de l'état de la biodiversité avant et après, qui n'est euh, pas forcément le cas dans d'autres domaines, d'autres milieux ou associés à d'autres espèces. Donc, vraiment, les fédérations de pêche, sur ce point-là, c'est d'un point de vue scientifique et pour bien connaître l'état de la biodiversité, c'est un bel exemple. Très bien, merci Hélène. Oui, Pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que euh, ça va faire un peu cirage de pompe, mais il est vrai que on n'a pas été tout seul à participer à ce programme. Comme tu disais, il y a eu toutes les fédérations de pêche qui ont participé aux inventaires et autres sur leur département. La force des fédérations de pêche, s'il y en a une, c'est la connaissance de l'ensemble du territoire hydrographique sur leur département et le développement des indicateurs. Mais vraiment, par rapport à un bureau d'études qui va intervenir en one shot, etc., la force d'une fédé de pêche, c'est son implantation historique à l'échelle d'un département. C'est celle-là. ok, c'est bien noté. Alors avant qu'on ne termine effectivement autour de la question de l'écrevisse à pattes blanches et plus largement d'ailleurs de cette matinée, on a une question qui nous a également été posée donc par Olivier Riquet du PNR Loire-Anjou-Touraine, à savoir s'il existait des techniques pour limiter au maximum l'écrevisse de Louisiane. C'est-à-dire qu'on a parlé effectivement beaucoup de la préservation de l'écrevisse à pattes blanches. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter l'invasion de celles venues de Louisiane? Alors, oui, c'est une très bonne question. Je vais répondre en plusieurs points. Le premier point, c'est la capture. En fait, quand on s'aperçoit de
l'invasion de façon extrêmement précoce des individus d'écrevisses de Louisiane. La première méthode, c'est la capture. Elle a ses limites, hein, mais je vous donne les éléments. La deuxième méthode, c'est parfois une mise en place de seuils, entre guillemets. Alors même si ça va contre les enjeux de continuité écologique, il peut arriver parfois que on bloque la migration amont de l'écrevisse de Louisiane par la mise en place de seuils qui l'empêchent, entre guillemets, de remonter. Les limites, c'est les suivantes. Vous allez comprendre très rapidement, l'écrevisse de Louisiane, elle n'a pas forcément besoin d'eau pour remonter le long du cours d'eau. Il arrive parfois qu'elle sorte du cours d'eau, qu'elle remonte via un espace enherbé, mouillé, etc. C'est incroyable la faculté de dispersion qu'a cette espèce. La dernière chose, on est de l'ordre de la prédation naturelle de cette espèce. La loutre participe à manger l'espèce. D'autres poissons carnassiers, le brochet, la perche, ont fait intervenir dans leur régime alimentaire l'écrevisse de Louisiane. Bon voilà, mais vous voyez à chaque fois la limitation de l'efficacité de telles mesures. Et c'est bien tout ce qu'on constate, c'est-à-dire que eu égard à son expansion sur l'ensemble de l'Aquitaine, vous avez très bien compris qu'il est extrêmement compliqué de lutter contre cette espèce. Je finis juste, après, parce que je parle beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que je prends l'exemple de la réserve de Cousseau, qui est en Gironde. On a fait des inventaires réguliers depuis une dizaine d'années sur les écrevisses de Louisiane. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 10 ans, on a une décroissance de la densité en écrevisses de Louisiane. Et en fait, comme si on était arrivé à une espèce de phase d'expansion en 2008 pour une décroissance de l'espèce, les phénomènes qu'on observe régulièrement sur des invasions d'espèces, puis une sorte de stabilisation, une baisse des effectifs. C'est la même chose sur le poisson-chasse. Bon, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle rentrait, l'écrevisse de Louisiane, dans le régime alimentaire des loutres, parce qu'on voyait dans les épreintes de loutres des carapaces, etc. Et ce shift de population, cette baisse de population d'écrevisses de Louisiane, on le voit puisque dans les épreintes de loutre, aujourd'hui, on voit plus d'os d'anguilles que de résidus d'écrevisses. Vous voyez, les choses évoluent, c'est pas immuable. Bon, voilà. Après, pour ce qui est de la présence de l'écrevisse à pattes blanches, je crois que c'est plié sur certaines rivières. Voilà. D'accord. Alors pour reboucler sur le sujet que vous évoquiez tout au début concernant le financement et pas forcément pour s'en arrêter là, est-ce que vous avez des pistes effectivement pour 2020? Est-ce qu'il y a des choses positives qui augurent par exemple du côté de la région? Non. C'est assez brutal comme réponse, mais si on a remué ciel et terre. Mon mari Barnex qui était là juste avant en a été témoin puisqu'elle était présente à chaque réunion de comité de pilotage, etc. On a cherché partout, on a essayé de répondre à des appels à projets, on a même essayé d'étendre le programme à la Nouvelle-Aquitaine en se liant avec le Limousin, etc., dans lequel il y a des populations d'écrevisses à pattes blanches. Ça n'a abouti à rien parce que c'était très compliqué de lever des fonds. Bon voilà, si ça intéresse les gens, je pourrais leur en parler au téléphone, mais nous on a été déjà peiné d'arrêter ce programme qui allait rentrer dans une phase plus opérationnelle que de l'acquisition de connaissances stricto sensu. On allait rentrer dans vraiment du concret de protection de l'espèce. Ça s'est arrêté en plein vol. Et le licenciement de Isabelle, qui était l'animatrice du programme, voilà, moi personnellement, ça a été dur à vivre. Et puis pour l'ensemble des acteurs, c'est un programme qui s'est arrêté net. Donc bon voilà, c'est dommage. C'est dommage. Je trouve que il y a une forme de gâchis là-dedans. Voilà. Après ça, je vais rentrer dans des considérations plus personnelles, donc ce sera moins pertinent. C'est effectivement compliqué à vivre, on l'entend, mais en même temps c'est pertinent parce que ça montre à quel point au-delà de la connaissance naturaliste, parfois il y a des inerties, puis c'est compliqué parce que
voilà, même s'il y a des espèces en danger et que personne n'a envie de les voir disparaître, il y a des réalités auxquelles vous êtes confrontés, les acteurs de la nature sont confrontés. Alors juste pour finir peut-être sur une note un petit peu plus humoristique, le running gag de la matinée, alors l'écrevisse à pattes blanches, endémique ou indigène? Euh, j'ai envie de vous dire indigène. Oui, moi j'ai jamais entendu endémique, donc Eh ben non, je alors dirais indigène. indigène. C'est bien noté. Merci à vous donc pour cette présentation. Merci à vous tous donc pour nous avoir écoutés durant cette matinée. Donc c'est la fin effectivement de cette première séquence. On vous retrouve donc toujours ici en direct à Bordeaux, en vidéo, en distanciel, mais néanmoins avec la possibilité toujours d'interagir avec nous via les questions à partir de 13h30 très précise. Donc rendez-vous pour vous au même niveau sur Internet. Merci à vous de nous avoir écoutés. À tout à l'heure. Merci Lise pour ton soutien encore, merci. Merci Bon Jean. appétit et merci effectivement à vous tous et toutes d'avoir été présents ce matin, soit avec nous, soit sur Internet en distanciel. Merci à vous et à tout à l'heure. Ciao.